Bonjour et bienvenue pour ce nouveau programme d'actualité, les rendez-vous de la filière de sécurité. À mes côtés, Christian Sommade. Christian, bonjour. Bonjour Mélanie. Alors chaque mois, ensemble, nous aurons le plaisir de recevoir deux invités pour échanger sur les enjeux de cette filière de sécurité, mais aussi l'actualité grâce à l'impulsion donnée notamment par le COFIS et le SIX, le Conseil des industriels de la confiance et de la sécurité. Absolument. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre premier invité, Marc Darmon. Bonjour. Bonjour Mélanie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du SIX. Alors aujourd'hui, messieurs, je vous propose de revenir ensemble sur les enjeux de la filière de sécurité et les différentes actions qui sont programmées sur les 18 prochains mois, notamment suite à au premier comité de pilotage qui s'est tenu sur donc, la filière industrielle de sécurité en décembre. Une filière d'excellence, je le rappelle, avec quelques chiffres clés, un marché national de plus de 60 milliards d'euros qui représente aujourd'hui 300 000 emplois marchands et 600 000 emplois publics. Les perspectives de croissance sont importantes. D'ici à 2020, le taux de croissance devrait avoir retrouvé son niveau d'avant-crise, soit environ 5%. D'ici là également, c'est 52 000 emplois qui sont attendus. Alors il est important, je pense, Christian, de préciser ces emplois qui sont qualifiés, très qualifiés, à haute valeur ajoutée et non délocalisables. Un petit point sur la filière européenne. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni dominent cette filière européenne, mais c'est en France que le secteur pèse le plus, 1,3% dans le PIB et près de 10 000 entreprises tricolores. Alors, ces chiffres sont extrêmement encourageants. Marc Darmon, pour mobiliser et regrouper, fédérer les différents acteurs de la sécurité, la filière a effectivement un rôle primordial. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez peut-être repositionner ce rôle clé de la filière ? Merci Mélanie pour votre question. Vous avez eu la gentillesse de dire que c'est une filière d'excellence. On peut encore rajouter que c'est une filière extrêmement technologique, et dans lequel on a des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire et des PME, mais beaucoup d'entre elles étant leaders mondiales, avec les plus belles références au monde, que ce soit en termes de sécurité urbaine, de sécurité des sites critiques, de cybersécurité, de communication pour les forces de sécurité, de traitement des titres identitaires et de l'identité numérique. Donc avec un vrai leadership et des références qui font envie dans le monde entier. Du coup, je salue l'initiative qui vient de l'administration d'avoir voulu structurer cette filière au même titre que d'autres filières d'excellence. Et au sein de cette filière, donc l'industrie s'est structurée au sein du SIX pour permettre d'avoir un dialogue État-industrie ou de l'industrie avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit l'État ou d'autres grands opérateurs qui pourraient être leurs clients. Et donc ce dialogue, il est très utile à la fois pour faire maturer le marché, car les besoins de sécurité, ils sont évidents. Les compétences de l'industrie de sécurité, elles sont très larges. Mais en revanche, ce marché, lui, n'est pas structuré, il n'est pas mûr, il n'est pas mature. Et donc, un des objectifs de cette filière, c'est effectivement d'être capable de mieux démontrer ce que l'on sait faire, nous, les industriels, ce qui est possible d'offrir comme offre, et que nos clients, que ce soit l'administration ou les grands opérateurs, mieux définir de quoi ils ont vraiment besoin, quelles sont leurs priorités. Et donc ce dialogue État-industrie est maintenant structuré à travers ce comité de filière dans lequel le SIX joue le rôle de l'intervention industrielle. Alors, vous avez évoqué notamment les besoins à la fois de l'administration et des opérateurs, et vous avez abordé la thématique du dialogue entre les différents acteurs de la sécurité. Aujourd'hui, il y a un besoin très clair, je crois, face aux nouvelles menaces, et notamment la menace terroriste qui fait l'actualité. Aujourd'hui, est-ce que les industriels au sein de la filière se réunissent pour dialoguer ensemble et proposer des offres qui pourraient répondre aux besoins aujourd'hui des autorités? Alors, absolument. En fait, il y a eu un vrai travail sur d'abord l'expression du besoin, dans lequel les industriels n'ont pas été très présents, mais qui a réuni administration, grands opérateurs, sur quels sont vraiment les besoins. Et le travail a été très structuré
avec des grandes familles de besoins, le détail, donc c'est pas du tout général. Là-dedans, il y a eu le survol des zones sensibles par les drones, il y a eu les besoins contre le terrorisme, il y a eu la cybersécurité de façon assez précise. Donc le besoin a été exprimé et le comité de filière a exprimé quelques priorités. Dans les quelques priorités, il y a bien sûr la lutte contre le terrorisme en particulier, avec quelques types de menaces qui ont été identifiées, ou par exemple la gestion des grands événements. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui a été fait? C'est que les industriels ont fait des groupes de travail entre eux et avec des représentants des pouvoirs publics ou des grands opérateurs pour faire du vrai travail en commun pour essayer d'identifier des solutions. En fait, dans tous ces besoins-là, la réalité, c'est que des solutions précises, technologie par technologie, existent chez les différents industriels. Mais rarement une réponse capacitaire à l'ensemble du besoin. Et donc pour faire émerger ces réponses capacitaires qui font intervenir plusieurs industriels, pour quelques industriels, je dirais intégrateurs systémiers, mais beaucoup de technologies qui peuvent venir notamment de PME, pour créer cette réponse capacitaire, il a fallu mettre effectivement les gens ensemble sur quelques besoins identifiés. Donc je parlais de la survol de drones, gestion des grands événements, besoins en termes de risque Céveso, etc. Et donc typiquement, oui, c'est ce que l'on fait entre industriels de se rencontrer pour essayer de faire émerger des réponses capacitaires. Alors, quelle forme prend ces préconisations auprès de l'État? Parce que si je prends un exemple, par exemple, les grands événements que vous avez cités, mais il y en a d'autres, il y a la sécurité du transport aérien ou des transports terrestres qui est aussi pas mal à la mode. Comment vous apportez ces solutions et comment l'État, lui, va-t-il réagir? C'est-à-dire, est-ce qu'on reste sur des grands programmes, ou plutôt on va sur des grands programmes d'intégration qui permettent réellement de faire jouer ce travail, ou est-ce qu'on reste finalement sur le code des marchés publics qui va saucissonner l'ensemble et qui va apporter une réponse capacitaire assez diverse? Vous allez juger la pertinence de votre question par le côté vague de ma réponse. On est qu'au début de ce dialogue. Et typiquement, je n'ai pas la réponse précise aux questions que vous posez, qui est exactement la bonne question. Aujourd'hui, on a entamé le dialogue, on a présenté des solutions, parfois des diagrammes, des graphiques. On essaie de pousser des démonstrateurs pour qu'avec un démonstrateur, effectivement, les gens aient une vraie réalité physique de ce qui est proposé. Et je pense que, tout à l'heure, je parlais de maturation du marché. Ces démonstrateurs technologiques, c'est vraiment un bon moyen de faire émerger le besoin et de faire maturer le marché. Donc, je n'ai pas de réponse précise à vos questions qui sont, je dirais, administratives. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer ce dialogue pour affiner et qu'après, chaque besoin ait sa propre réponse. Des besoins qui ne sont pas spécialement urgents peuvent donner lieu à des appels d'offres ou une émergence de besoins, je dirais, assez classiques. Un besoin urgent doit faire l'objet d'acquisition en mode urgent, en mode très réactif, peut-être avec des évaluations très rapides. Mais dans tous les cas, je pense que pour faire émerger un bon besoin clair et une offre capacitaire précise, les démonstrateurs technologiques sont une bonne idée. Alors, Marc Darmon, vous avez tout à l'heure évoqué l'ensemble des acteurs qui ont un rôle à jouer au sein de cette filière. Il y a évidemment les PME, elles sont nombreuses. Elles attendent un signal fort de cette filière et de cette structuration. Il a été question lors du comité de pilotage en décembre d'une charte de la signature, d'une charte de solidarité entre les grands groupes et les PME. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur quel sera le contenu de cette charte et au-delà, je dirais, de la symbolique qu'elle représente, quelles sont finalement les actions qui vont l'accompagner, quel sera concrètement son impact dans le quotidien de ces PME? Donc, je commence d'abord par le sujet général des PME et de la relation entre les PME et les grands groupes. Le débat PME-grands groupes est un débat qui dépasse largement la sécurité. Mais il se trouve que dans le domaine de la sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un domaine qui est extrêmement technologique. La complémentarité entre grands groupes et PME est en fait évidente. Et donc il n'y a aucune raison que sur le moyen terme, cette complémentarité ne rentre pas parfaitement dans l'actualité. Je m'explique. Comme c'est très technologique, les grands intégrateurs qui intègrent des solutions capacitaires ont besoin sans arrêt d'insérer dans leurs offres et dans leurs solutions de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouveaux logiciels dont ils ne sont pas originaires et dont sont originaires des PME ou des laboratoires ou des universités.
Et donc, dans le cas de, moi je connais bien ce que fait Thales, on teste constamment des technologies qui viennent de PME pour voir si on saurait les offrir, les insérer, voire les vendre à nos clients. Et donc, les grands groupes ont besoin des PME pour cela, et c'est très naturel, et il y a tellement de technologies, tellement de sujets ou d'idées, qu'il est impensable pour un grand groupe d'imaginer les maîtriser soi-même. Inversement, une grande partie du marché est en dehors de France, est à l'exportation. Ce n'est pas l'objet de ce talk-là, de se plaindre sur la faiblesse du marché national, mais il est sûr que nous, les grands groupes, nos plus belles références ne sont pas en France. Que ce soit en sécurité urbaine, en sécurité des sites critiques, que ce soit pour la gestion des titres sécurisés et modernes, que ce soit pour les communications sécurisées. Nos plus belles références ne sont pas en France, on a une grande part de marché en dehors de France. Et seuls les grands groupes peuvent facilement tirer les PME. Les PME ont besoin des grands groupes pour accéder à l'export, et donc de ce fait-là, la complémentarité est assez générale. Du coup, en tant que président du SIX, et nous, le SIX, on est extrêmement motivés à avoir cette symbiose, cette coopération au sein du SIX, où les PME sont largement représentées. Alors plus précisément, on a construit une feuille de route pour l'année et demie ou les 2 ans qui viennent de se passer, et une deuxième feuille de route, une feuille de route 2.0, qui a démarré depuis la dernière réunion ministérielle qu'on a fait juste avant les fêtes. Dans cette feuille de route, il a été question d'avoir un volet PME. Et nous, les industriels du SIX, que ce soit les grands groupes, les ETI, les PME, on s'y opposait, car on a souhaité que la notion de PME soit présente partout, et non pas dans un volet PME, alibi et prétexte, qui montre qu'on a traité le sujet. Les PME, elles sont dans l'ensemble des missions de la filière et du SIX. Alors après, on peut parler en particulier d'une charte. On a effectivement prévu de composer une charte sur laquelle on va prendre modèle de chartes qui existent dans d'autres domaines, qui parleront aussi des conditions, je dirais, contractuelles entre grands groupes et PME, des conditions de paiement, qui parleront du respect de nos relations, je dirais, commerciales, dans lesquelles on ne fait pas travailler une PME pendant des mois, puis après un grand groupe lui pique l'idée, ou décide de changer, ou décide de développer la solution en interne. Il y aura des grands principes comme celle-là, mais je crois que, et donc on vise de faire ça avant la fin de l'année, à la fin de la première moitié de l'année. Mais le plus important, je pense, c'est un point de comportement, un point de philosophie en fait. Et là, on revient à ce que j'ai dit au début, les PME et les grands groupes, sur ce marché-là, ont un besoin naturel de travailler ensemble, et on essaie de le faire le plus possible. Dans le bureau de direction du SIX, il y a une PME, au conseil d'administration, il y a plusieurs PME, dans mes principales commissions, il y a des PME représentées, il y a même la commission stratégique qui est dirigée par un membre éminent d'une PME. On a vraiment besoin que le débat disparaisse. À la limite, le but, c'est que je n'ai pas ce genre de questions, car c'est tellement naturel, sur ce milieu-là, c'est pas pareil dans toutes les filières, mais c'est tellement naturel que le sujet ne devrait plus exister. Pour autant, et je terminerai par ça, je ne nie pas qu'il peut y avoir une grande frustration chez certaines PME qui ont l'impression que leur technologie ou leur innovation n'est pas assez prise en compte par les grands groupes. Et ça vient surtout du fait qu'il y a plus d'innovants que d'offres ou que de systèmes dans lesquels on peut les intégrer. Et pour un besoin particulier de telle ou telle de reconnaissance faciale ou d'algorithme, s'il y a plusieurs PME qui ont la même offre ou le même type d'offre, les intégrateurs, eux, ne vont faire qu'un seul choix. Et les intégrateurs sont moins nombreux que les PME, et du coup, à la fin, il peut rester une frustration. Mais je ne veux surtout pas nier la frustration qui peut exister chez certaines PME, y compris sur le fait d'avoir l'impression de ne pas être suffisamment représenté. Donc je saisis l'occasion pour les rassurer là. C'est une obsession de l'ensemble de la direction du SIX et de son bureau, que la filière, elle comporte, vous l'avez dit, 10 000 entreprises. Là-dedans, il n'y a que quelques grands groupes. Il y a pas mal de TI, mais il y a énormément de PME, et donc c'est bien l'objet de la filière. Alors, vous avez parlé des démonstrateurs technologiques. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples des grands démonstrateurs qui vont, je dirais, se créer dans les mois qui viennent, et comment ces grands démonstrateurs sont-ils financés aujourd'hui ? Alors, on a fait un choix de sujets qu'on a après présenté à la commission, je dirais, R&T de la filière du COFIS, pour que le label COFIS soit donné à ces démonstrateurs et que ce soit bien un consensus, que ce sont bien des sujets prioritaires. Donc il y a aujourd'hui une demi-douzaine de démonstrateurs qui ont le label.
Seulement 2 sont déjà démarrés. Un, par exemple, autour de la vidéo intelligente. J'en saisis l'occasion pour préciser que tous ces démonstrateurs sont faits par des gros consortiums ou des gros panels d'entreprises, avec grands groupes et PME, il y a beaucoup d'entreprises à chaque fois. 2 démonstrateurs là sont sur le point de démarrer, le financement n'est pas encore tout à fait bouclé, mais devrait démarrer vite, autour des communications sécurisées, et comment offrir aux forces de sécurité des communications modernes, basées sur les technologies haut débit 4G, mais permettant vraiment des besoins de sécurité, avec de l'appel de groupe, avec de la sécurité, avec de la vidéo et des données haut débit entre le central et une équipe sur le terrain, etc. On a des démonstrateurs autour de la cybersécurité qui est prévu aussi, et puis d'autres sujets qui sont émergents. Mais alors, le cœur de votre question, même si c'était la fin, c'est comment tout cela est financé, et je ne peux pas cacher une certaine frustration aujourd'hui, à la fois des montants relativement faibles qui sont alloués à ces démonstrateurs par rapport à d'autres grandes filières, alors qu'on a envie d'en faire quand même une filière d'excellence, discriminante. Comme vous l'avez dit, c'est très peu délocalisable, c'est évidemment des sujets de souveraineté. Et puis, quelques difficultés administratives qu'on aura mis, j'espère que c'est derrière nous maintenant, qu'on aura mis à faire émerger justement ces financements, à travers un process administratif qui est quand même un peu lourd à l'échelle des entités qui les promeuvent, surtout les PME justement, qui font partie de tous ces consortiums. Mais enfin, oublions les chicayas et considérons qu'on a aujourd'hui quand même 4-5 démonstrateurs bien partis, dont le contenu, moi je les connais personnellement, sont quand même attractifs et démonstratifs par définition. Avec les échéances des premiers résultats. Chaque démonstrateur, c'est une échéance de 1 an, 2 ans, donc ça peut être assez rapide quand même. Marc Darmon, il a été question de technologie, il a été question de souveraineté dans les différentes réponses que vous nous avez apportées. J'en viens donc aux technologies critiques. C'est un sujet clé, essentiel, où la filière a évidemment un rôle important à jouer. Fin d'année, vous aviez notamment évoqué que pour vous, cette question n'avait pas été suffisamment traitée, qu'il était vital de s'en préoccuper dans les mois à venir. Alors aujourd'hui, quelles sont vos recommandations? Qu'attendez-vous pour justement évoquer ce sujet d'envergure? Merci beaucoup. Il y a dans le domaine de la sécurité des technologies qui sont critiques. C'est-à-dire qu'elles sont importantes, irremplaçables et pour certaines à risque. À risque soit que nos compétences et nos compétences techniques passent en dessous d'une certaine masse critique et donc de ne plus avoir à disposition ces technologies dans le pays, ou à risque que les technologies soient sous contrôle d'une autre nation. C'est un sujet qui est classique et qui existe parfaitement dans le domaine de la défense. Dans le domaine de la défense, l'identification des technologies critiques, l'identification des risques sur ces technologies et comment résoudre ce risque est parfaitement traité. Et dans le domaine de la sécurité, je commence par dire que quelques technologies sont duales, elles servent aussi à la défense, et à ce titre-là, elles font partie de la première catégorie, elles sont déjà traitées. Traitées au sens où elles sont identifiées, elles sont connues, on sait où sont les acteurs, on connaît les compétences, on connaît le niveau de masse critique nécessaire, on sait où on en est, on mesure le risque, et quand il y a un risque, on est capable de le traiter. Soit en abandonnant la technologie, j'espère le plus rarement possible, soit en la renforçant avec des études amont, soit en poussant une consolidation des industriels, soit en lançant un programme, etc. Dans le domaine de la sécurité non duale, donc des technologies qui ne sont pas aussi appliquées à la défense, le travail aujourd'hui n'a pas démarré. Et nous, industriels, c'est très important pour nous, nous sommes d'ailleurs prêts à mener ce travail. Je pense que identifier les technologies qui sont critiques, à la fois parce qu'on a une compétence qui est réduite et qui ne doit pas passer en dessous de la masse critique, et ensuite parce que c'est indispensable de pouvoir continuer à maîtriser ça dans le pays, identifier ça pour mesurer notre risque, c'est la première étape indispensable. Après, quand les risques seront identifiés, il sera toujours temps de savoir comment on les traite, et si on les traite, mais au moins on le saura. Et si une technologie passe en dessous du seuil critique, si les compétences passent en dessous d'une certaine masse critique qui fait que finalement elle va finir par disparaître en France, si cela arrive, ça sera sciemment, ça sera en toute connaissance de cause. Et c'est tout à fait possible, c'est arrivé dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui se passe. Aujourd'hui, on n'a pas idée de quelles sont les technologies qui sont critiques ou non, des risques qu'ont chacune de ces technologies, et donc peuvent disparaître ou passer sous pavillon étranger des technologies sans qu'on ait vraiment mesuré l'impact. Et nous, on voudrait vraiment... Alors, avec les pouvoirs publics, on s'est bien mis d'accord pour dire que c'était une priorité.
Aujourd'hui, on doit maintenant mettre en place la logistique pour faire en sorte que ce travail soit fait. C'est un travail qui n'est pas de très grande envergure, hein. On parle de quelques mois de travail. La méthodologie pour identifier les technologies, elle existe, hein. C'est d'ailleurs celle qui est utilisée dans la défense. Nous, on est prêts à participer, à la fois en termes de moyens, en termes d'expertise et même en termes financiers, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, c'est vraiment, et c'est dans la feuille de route 2.0 dont je parlais tout à l'heure, donc j'ai grand espoir que ce soit fait, lancé à court terme. Alors peut-être un petit mot pour finir sur l'Europe, puisque l'Europe, on la connaît dans le domaine de la sécurité avec ses programmes de recherche et développement, FP7, H2020. Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe en matière de sécurité au-delà de cela? Dans un sens, une grande partie des menaces sont naturellement à traiter du point de vue européen. On voit bien que à la fois le terrorisme, les cyberattaques, les crises migratoires, tous ces sujets-là sont des sujets qui concernent et qui ne concernent pas un pays, mais bien l'Europe. D'un autre côté, parler d'Europe de la sécurité, c'est encore plus ambitieux que l'Europe de la défense. On voit bien que ça ne peut pas être la première priorité ni la première étape. Pour autant, au niveau de l'Europe, le sujet est bien identifié, il est bien pris en compte. Et d'ailleurs, j'ai la chance de présider un groupe de travail européen d'industriels sur le sujet de la cybersécurité, à l'occasion duquel j'ai remis en janvier au FIC, au commissaire européen sur le numérique, notre dossier avec nos suggestions, nos recommandations dans le domaine de la cybersécurité. Il y a pas mal d'initiatives qui sont prises. Pour autant, il faut rester modeste, hein, et bien se rendre compte que, et pas être trop ambitieux, bien se rendre compte que déjà, si on arrivait à promouvoir notre filière, à la faire mûrir, comme je disais, au niveau national, ça serait déjà une étape indispensable pour pousser les industriels français à l'échelle européenne. Alors, pour la partie des industriels, clairement, il y a un besoin de développement. Vous l'avez souligné tout à l'heure, aujourd'hui, les marchés nationaux sont en berne et la plupart des gros marchés que vous avez en tant que grand groupe sont à l'international. C'est un marché très concurrentiel. Il y a 50% aujourd'hui du chiffre d'affaires des entreprises de la sécurité qui sont réalisés à l'export. Quel rôle peut jouer la filière pour accompagner les entreprises dans leur développement à l'international? Alors, c'est pour moi assez clair. Dans ce domaine-là de l'exportation de la sécurité, on a une aide très importante de l'administration. On a des attachés de sécurité dans les grands pays, les ambassades sont donc sensibilisées, BPI France et Business France sont très actifs sur le sujet. Donc ce que doit faire la filière, ce que doit faire notamment le SIX, c'est donner à ces gens-là tous les outils qui leur permettent de faire leur métier le plus possible, avec des messages clairs, avec l'identification des documents avec des références, être capable d'animer avec eux des séminaires dans les pays dans lesquels on organise des rencontres entre industriels et clients potentiels de ces pays et les industriels français. Et donc faire en sorte que nous, les industriels, nous puissions donner tous ces éléments qui permettent d'en parler facilement, qui permettent d'en faire la promotion facilement pour qu'un ambassadeur puisse facilement décrire ce que savent faire les industriels français. Mais l'administration a mis en place aujourd'hui des moyens qui sont importants et qu'il faut utiliser le mieux possible. Alors, un petit mot sur la prochaine étape de la filière. Je crois que vous avez planifié pour le premier semestre 2007 les assises du COFIS. Alors, quelle est la nature de cet événement et qu'est-ce que vous en attendez ? Alors c'est intéressant parce que ce sera le premier événement de ce type-là et c'est un souhait de l'ensemble de la filière. C'est-à-dire c'est un souhait de l'administration, c'est un souhait de tous les grands opérateurs qui sont les clients des industriels de la sécurité et c'est un souhait des industriels naturellement. De pouvoir se retrouver, mais suffisamment longtemps, pas le temps des 2 heures d'une réunion ministérielle, mais suffisamment longtemps pour débattre avec des vraies assises nationales sur nos objectifs, les besoins, les grands enjeux, les contraintes administratives, etc. Et donc ce sera un événement de grande envergure avec entre 300 et 500 personnes d'ici le milieu de l'année, donc autour du début de l'été. Donc il faut encore qu'on monte à la fois le lieu, la logistique,
mais ça sera l'idée à la fois de fédérer, de faire connaître, de faire intervenir les acteurs ensemble. Il y aura une bonne partie du temps qui sera consacré quand même au networking et au fait que les gens puissent échanger, sachant qu'on aura quand même quelque chose d'assez inhomogène comme public, puisqu'il y aura à la fois des clients et des fournisseurs, l'administration et des entreprises privées, des grands groupes et des PME, des gens qui travaillent plutôt sur la normalisation, le côté administratif des choses, et puis d'autres plutôt autour de la technologie. Et donc on va faire marcher tout ça ensemble avec un grand networking de la force dans lequel votre initiative, que je salue à cette occasion, était une bonne première brique. Marc Darmon, merci. Merci d'avoir répondu à la fois à notre invitation et à nos questions. Christian, c'est pour nous la fin de notre premier rendez-vous autour des actualités de la filière de la sécurité. Absolument. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec notre invité Thierry Delville, délégué aux industries de sécurité au sein du ministère de l'Intérieur. D'ici là, je vous invite à continuer à suivre les actualités de la sécurité sur sd-magazine.com et sur le site du hcfdc.org. Très belle journée à tous.